Bienvenue à toutes et à tous à ce deuxième Live Academy. Le premier live avait eu lieu en fin d'année dernière sur le thème du DevSecOps. Et aujourd'hui, on vous a réunis pour vous parler d'une thématique qui nous tient à cœur, c'est-à-dire comment engager son organisation vers un numérique plus responsable. Donc, je vais me présenter tout d'abord. Je suis Stéphanie Marchal, j'ai en charge l'Octo Academy. Alors, qu'est-ce que l'Octo Academy? L'Octo Academy, c'est le centre de formation d'Octo-Technologie. Donc, on a un cabinet de conseil et j'ai le bonheur et l'honneur de diriger, de leader cet organisme depuis 6 ans et demi. On l'a lancé il y a 6 ans et demi, en fin 2014, pardon. Et on propose en effet d'accompagner nos clients sur la montée en compétences de formation sur nos expertises et dans le cadre de leur plan de transformation. Donc aujourd'hui, la thématique qui nous réunit, c'est le numérique, qui malheureusement est inévitablement amené à devenir l'un des secteurs les plus polluants aujourd'hui, devant même le secteur de l'avion, enfin de l'aviation qui émet énormément de gaz à effet de serre, même si depuis un an, la crise l'a nettement diminué le trafic aérien. En tout cas, le contexte actuel nous prouve chaque jour un peu plus notre dépendance sur le numérique. Aussi, peut-on réconcilier numérique et responsabilité? Où est-il trop tard? Et comment engager nos organisations, nos équipes vers un numérique plus responsable? Et comment le faire pour que ces collaborateurs puissent se sentir concernés et plus que concernés, c'est-à-dire engagés dans cette transition qui s'impose à nous plus que jamais. Donc, pour cela, vous allez avoir une présentation qui va durer à peu près une demi-heure. On vous invite évidemment pendant la présentation à garder vos caméras éteintes, mais si vous le souhaitez à la fin nous rejoindre, on sera heureux de pouvoir échanger de visu avec vous. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Et aussi, vous aurez un lien vers un questionnaire d'évaluation pour nous permettre d'améliorer ces présentations au fur et à mesure de l'année. Voilà, tout simplement. Donc, je vais laisser la parole à deux de nos spécimens d'une tribu qui se nomme la tribu CID, qui a été créée il y a quelques mois, il y a à peu près un an chez Octo, pour nous permettre de développer cette offre autour du numérique responsable. Donc, je laisse la parole à Sarah et à Nicolas et je vous retrouve tout à l'heure. Bonjour à tous, donc je suis Sarah Bouchereau, je travaille comme consultante et formatrice chez Octo. Dans la tribu donc dédiée au numérique durable, j'ai une triple culture digital et inno, change et business responsable qui me permet d'accompagner nos clients et Octo aussi, hein, parce qu'on investit aussi Octo, dans le virage vers un numérique plus durable. Et bonjour, moi je suis Nicolas, je m'intéresse au sujet depuis à peu près 10 ans et je fais mes armes en tant que membre actif du collectif Conception Numérique Responsable depuis environ 2018 via diverses contributions, livres blancs et autres. Et en 2020, chez Octo, on a fondé la tribu CID, une équipe dédiée au numérique durable. Et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec les autres tribus pour leur expertise, notamment sur l'accessibilité et l'éthique de la donnée. On se considère un peu comme des artisans de la sobriété numérique et nous espérons, par ce webinaire, vous donner envie en fait, de prendre ce virage du numérique responsable et vous donner quelques clés pour bien l'aborder. Alors, voici l'agenda de ce webinaire. Donc, comment prendre le virage du numérique responsable. En 1, en fait, on va voir le numérique, remèdes et poisons. Qu'est-ce que ça implique? En 2, un virage à ne pas louper. En 3, comment enclencher ce virage et donc quelques clés pour agir. Et en 4, un retour d'expérience, donc dans la partie un virage vers la valeur. Alors, le numérique est un pharmacone. En Grèce ancienne, le pharmacone, c'est la pharmacologie et c'est à la fois ce qui permet de prendre soin et ce dont il faut prendre soin au sens où il faut y faire attention. C'est une puissance qui est curative dans la mesure, destructrice dans la démesure. Donc, cette double dimension nous paraît bien poser le sujet du numérique aujourd'hui. Donc là, vous avez la citation complète. La numérique est un pharmacone, à la fois remède, poison et bouc émissaire. C'est une phrase formulée par Bernard Stiegler, qui est un philosophe spécialisé dans tout ce qui est techno et numérique, qui nous paraît bien caractériser la problématique du numérique aujourd'hui. Donc c'est à la fois super vertueux à l'origine, il est toujours à bien des égards, mais son omniprésence et son hyper-extension développent des effets collatéraux menaçants pour l'humain et pour l'environnement.
Donc, ce sont ces différents aspects qu'on va voir dans un premier temps. Donc, le numérique comme remède, le numérique comme poison et comment le virage du numérique responsable permet d'agir sur la partie poison. Alors, le numérique qui nous fait du bien, je pense que la liste est longue. Beaucoup d'entre vous peuvent appréhender assez facilement là où le numérique agit nous fait du bien et bénéfique. Pour ne citer que quelques-uns de ces bénéfices, il y a l'accès au savoir instantané, à la culture. Dans l'essence même du web, il y a la mise en réseau planétaire des individus avec les nouvelles formes de communication. Il y a toutes les technos de pointe, comme en médecine, qui permettent de faire des opérations à distance ou des opérations très peu invasives. Il y a toute la robotique qui permet notamment à des paraplégiques de se remettre debout et de marcher via un exosquelette. Il y a toutes les potentialités ouvertes par l'intelligence artificielle. Et puis, dans le domaine environnemental, c'est le numérique qui nous permet de modéliser, de calculer, de prévoir les impacts socio-économiques du changement climatique. Donc, on vient de voir la part vertueuse du numérique, le remède. On va maintenant voir, jeter un œil du côté du poison. Par la place phénoménale que le numérique a pris dans nos vies, il est aussi générateur d'impacts négatifs sur la société. Donc, initialement pensé comme un outil d'émancipation et d'égalité des chances, le numérique devient de plus en plus un facteur de clivage social. On a aujourd'hui 17% des Français qui souffrent d'électronisme, donc d'incapacité à accéder à l'information et aux outils numériques. Par un manque de connaissances ou d'appétence, et à un moment où toutes les démarches administratives se font en ligne ou nécessitent une adresse email. À titre d'illustration, en 2018, il y avait 5 milliards d'euros qui n'ont pas été distribués aux allocataires du RSA parce que certains d'entre eux ne pouvaient pas remplir les demandes en ligne. C'est le cas pour la CAF, c'est le cas pour l'ensemble des démarches administratives. Une autre illustration, un peu plus banale, on va dire. Moi, j'ai un père de 77 ans qui, au bout de 3 ans de tâtonnement sur l'ordinateur, un peu aidé par sa fille, est arrivé à checker ses mails et à faire des recherches Google, mais il est toujours dans la capacité complète de faire des démarches type déclaration d'impôt ou consultation de ses comptes bancaires en ligne. Donc, il se retrouve en fait finalement très limité dans l'utilisation du numérique. Alors, autre point saillant des impacts un peu poisonneux du numérique, c'est l'impact humain-sociétal autour de l'asservissement que génère le numérique. Donc, il y a 20 ans, Internet nous proposait plutôt de nous ouvrir sur le monde, c'était génial. Aujourd'hui, l'Internet fait plutôt interface entre moi et le monde, c'est un petit peu moins génial. Et effectivement, je pense qu'on le vit tous au quotidien, on est tous devenus esclaves de nos propres appareils, sauf ceux qui ont déjà une force d'esprit qui leur a permis de laisser leur smartphone un peu à distance. Mais on est vraiment dans une logique un peu de doudou numérique. On a en moyenne 85 interactions par jour avec notre smartphone. C'est beaucoup plus qu'avec n'importe quelle personne de notre entourage. Donc, pour cause, les smartphones sont bâtis pour nous rendre addicts. Les notifs, les mécanismes de validation sociale activent en fait les circuits neuronaux de la récompense. Et tout ce qui est interface homme-machine sollicite des leviers cognitifs, des machines de casino. Par exemple, ma petite mécanique comme sur une roulette pour checker les mails, c'est typiquement des mécaniques utilisées dans le jeu. Et j'ai découvert avec effroi, il n'y a pas très longtemps, qu'il existait un lab à Stanford qui s'appelle le Persuasive Tech Lab, qui a été créé dès la fin des années 90 et qui est en fait un centre de un centre de recherche en manipulation technologique. SIC, c'est vraiment écrit comme ça. Et donc, ce centre délivre des cours à des futurs dirigeants et à des designers stars de la Silicon Valley. Ça fait un petit peu peur. Alors, évidemment, dans cette côté un peu asservissement, on développe de nouvelles pathologies liées au numérique. Il y a la nomophobie, donc la peur excessive d'être séparé de son téléphone ou de ne pas pouvoir le consulter. Il y a l'hypovibrochondrie, qui est la sensation erronée de sentir ou entendre son téléphone vibrer. Il y a évidemment ce qu'on vit tous, le stress de l'email, alors que c'est un outil pour travailler plutôt en asynchrone. On a l'angoisse de ne pas répondre super vite aux mails qu'on vient de recevoir, par exemple. Et puis, il y a tous les troubles de l'attention dont on souffre en tant qu'adulte, mais qu'on peut aussi constater chez les enfants. Deux autres points, on a l'appauvrissement finalement de l'expression et du processus de réflexion. À force de s'habituer au texte court, à la logique de raccourci, finalement, notre cerveau fait aussi des raccourcis et finalement, on décomplexifie la pensée, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on la simplifie à l'extrême, ce qui n'est pas forcément super vertueux pour les humains. Et puis, dernier point, on laisse les GAFAM faire de l'argent sur nos datas.
être manipulés via nos data. Donc, on l'a vu avec le scandale Cambridge Analytica notamment. Et comme le dit Tim O'Reilly, qui est un auteur d'ouvrages et d'articles de référence sur l'informatique et le web, qui a une maison d'édition, bah, si le service est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Donc, vigilance. Alors, les bénéfices du numérique sont toujours là, mais c'est le trop, tout le temps, partout, qui nous écrase et qui amplifie les impacts négatifs sur l'humain. Alors, dernier point d'impact négatif, on va dire, du numérique, souvent méconnu et sous-estimé, c'est l'environnement. Et longtemps, le numérique, pourquoi c'est sous-estimé? Parce que longtemps, le numérique a été perçu comme une solution immatérielle et ou dématérialisante. On a vu tous les programmes de dématérialisation du service public, par exemple. Donc, dans une logique, on pensait que c'était éco-responsable. Comme on économisait du papier, finalement, on sauvait la planète. Or, le numérique est aussi un élément matériel. Quand vous achetez un livre sur Amazon, il ne s'agit pas de 0 et de 1 uniquement, il s'agit d'un système matériel fait de matériaux, de data centers, de stockage, de transport, de conso électrique. Et dans toute cette matérialité, il y a finalement un impact environnemental fort. Alors, en termes d'empreinte environnementale, qu'est-ce que c'est que le numérique? Eh bien, il pèse déjà un 7e continent en cours de création, et de la taille d'une France en 2010, de 2 France en 2020, et probablement de 3 France en 2025. C'est en pleine accélération. Et donc, le numérique va sans cesse s'épandre comme ça, et le constat est encore plus marqué par la crise du Covid. Et donc, quel scénario allons-nous choisir? Peut-être le rouge, peut-être l'orange, ou le vert, à vous de choisir. À lui seul, Amazon représente déjà un pays, comme le Portugal, en termes d'impact, c'est-à-dire 56 mégatonnes de gaz à effet de serre. Et concernant toujours les émissions de gaz à effet de serre, le numérique, au niveau mondial, eh bien, représente 4% des émissions donc, mondiales en 2020, autant que l'aviation civile, et représentera environ 8% des émissions mondiales en 2025, soit autant que le trafic automobile. Et donc maintenant, si on zoome sur cet impact en fait, du numérique, on constate que ce sont les terminaux qui sont la principale source d'impact et que ça ne cesse de s'accélérer, comme on peut le voir là sous les yeux, entre 2015 et 2010. Et pourquoi les terminaux, vous allez dire, devant les réseaux et les data centers? Bien, tout simplement dû à la multiplication des terminaux et à leur renouvellement très fréquent. En fait, en France, il y a une étude sortie par greenIT.fr en 2019 eh bien, qui indique le taux d'équipement en France, qui est de 11 terminaux par personne. Tout est connecté aujourd'hui, en fait, les smartphones, les tablettes, les consoles, les télés, la hi-fi, les voitures, les frigos, même les home trainers. Et donc, la durée de vie a été divisée par 3 en 30 ans. Et le plus souvent, on ne change pas son équipement parce qu'il ne fonctionne plus, mais parce qu'il rame, ou il devient inutilisable. Donc, en zoomant à nouveau sur l'empreinte spécifiquement d'un terminal, on va essayer de voir sur quelle phase où se trouve le problème. Et en fait, la phase de fabrication et d'élimination sont vraiment la principale source d'impact. Et donc, selon Frédéric Bordage, en fait, expert en sobriété numérique, il nous dit en fait il faut utiliser son terminal environ 7 ans pour arriver à amortir et arriver à l'équilibre par rapport aux autres phases d'impact que sont la fabrication et la fin de vie. Donc, les impacts cachés de la fabrication maintenant sont l'épuisement de ressources, des ressources non renouvelables, donc les métaux rares, l'exploitation d'enfants, les conflits armés, et aussi la toxicité. Comme là, vous avez sous les yeux un lac toxique situé en Mongolie intérieure, à peu près d'une superficie de 10 km², et occasionnant des villages de cancer aux alentours. À l'échelle mondiale, en fait, l'industrie des terres rares rejette à peu près 10 millions de tonnes de déchets toxiques par an. Et Guillaume Pitron, un journaliste, expert des métaux rares, considère que l'extraction des terres rares est en fait plus nocive pour l'environnement que celle du pétrole. Et maintenant, concernant les impacts cachés du recyclage, par exemple, on peut vous dire que 70% des déchets partent vers des filières illégales en Afrique ou en Asie. Donc maintenant, en regardant spécifiquement sur la partie ressources critiques, ressources abiotiques, donc ressources non renouvelables, en fait, le numérique vraiment est une ressource critique, non renouvelable, qui s'épuise inexorablement.
Et en fait, devant nous, il va rester à peu près une trentaine d'années de numérique. En fait. Donc, nous allons tous être impactés par la fin du numérique. Et d'ici là, nous serons contraints de faire vraiment des arbitrages, des choix entre un numérique vraiment essentiel. Imaginez-vous à l'hôpital, sans IRM ou sans scanner. Voilà. Ou un numérique moins essentiel. Est-ce qu'on a réellement besoin d'une télé 8K dans son salon? Voilà. Donc, tous ces impacts du numérique qu'on vient de voir contribuent à l'accélération de l'ère actuelle que nous sommes en train de vivre. Elle s'appelle l'Anthropocène. En fait, c'est l'ère où l'activité humaine est devenue une vraie force géologique. Et pour illustrer ça, eh bien, on va faire une analogie. On va prendre la vie de la Terre. Si elle était rapportée à une journée de 24 heures, eh bien, la présence de l'homme ne représenterait que les 30 dernières secondes. Et maintenant, dans ces 30 dernières secondes, si on fait le focus sur notre ère, celle de l'ère industrielle, celle de la grande accélération de l'Anthropocène, eh bien, ce sont les 2 derniers siècles. Et en fait, ces 2 derniers siècles représenteraient les 2 dernières millisecondes. Et voilà tout ce qu'on a réussi à dérégler sur ces 2 dernières millisecondes. Le dérèglement climatique. On est en train de vivre la 6e grande extinction. On vit une raréfaction de l'eau, la toxicité et l'épuisement des ressources, comme on l'a dit. Et pour espérer un monde vivable, en fait, pour nos enfants, nous allons devoir diviser par 6 nos émissions de gaz à effet de serre en France. Ce qui revient en termes d'efforts, en fait, à une réduction de 5% par an jusqu'en 2050. Alors, si vous voyez la courbe là sous les yeux, la courbe monte jusqu'à un infléchissement pour suivre un toboggan, en fait. On appelle ça le toboggan, c'est la courbe grise, en fait. Et donc, en termes d'efforts, ça revient en fait à prévoir, pour réellement suivre cette courbe, à prévoir l'équivalent d'un Covid supplémentaire chaque année. Donc, les solutions existent. Mais plus on tarde, plus l'effort va être d'autant plus titanesque. Et chaque jour compte pour s'y mettre. Alors, nous venons de le voir, hein, le numérique n'est clean ni pour la planète, ni pour la société, ni pour les cerveaux humains. Alors, il n'est pas intrinsèquement mauvais hein, ou polluant. C'est en fait la façon dont on lui fait prendre une place toujours plus importante dans nos vies qui crée en fait ce déséquilibre. Parce qu'effectivement, la surconsommation vient amplifier les dégradations déjà en cours liées aux autres activités humaines. Comme le dit Inès Leonard-Duzzi, qui est fondatrice de l'ONG Digital for the Planet, nous souffrons du syndrome du nouveau riche numérique. Nous usons en fait les ressources naturelles de la planète par la moindre de nos activités, qu'elles soient utiles ou parfaitement futiles. Alors, il nous semble important que les entreprises prennent le virage vers une approche responsable, englobant un numérique plus durable. Alors, effectivement, il y a l'enjeu du virage à ne pas louper sur l'aspect environnemental. Nicolas en a beaucoup parlé, c'est un scoop pour personne, je pense. Mais à force d'hyper-exploiter la planète, on risque notre vie à nous, les humains. C'est pas la Terre qui aura un problème, hein. Finalement, elle s'en sortira, les fourmis, les araignées aussi. Mais nous, c'est beaucoup moins sûr. Il est donc vital d'opérer des changements conséquents dans nos façons de faire, de produire, de travailler. C'est un virage à ne pas louper sur l'aspect social, sociétal et toujours environnemental. Parce que les entreprises qui ne s'engagent pas ou qui resteront figées dans le greenwashing seront potentiellement mises à l'écart par les consommateurs, les citoyens. Aujourd'hui, via les réseaux sociaux, les manifestations, le poids et la force de l'opinion publique peut vraiment déstabiliser de grandes multinationales. On a quelques exemples liés au numérique, mais par exemple, il y a eu des pétitions et des boycotts d'Apple, entre autres, hein, puisque d'autres sociétés étaient engagées aussi sur ce sujet, suite à un rapport d'Amnesty International, parce qu'ils employaient des enfants dans leurs usines de cobalt en République démocratique du Congo pour fabriquer les batteries. Donc Apple a joué la carte de la transparence en publiant la liste des exploitants, avec des rapports d'audit réalisés par des cabinets indépendants. Il a exclu un certain nombre de sociétés de ses prestataires pour marquer le coup, effectivement, de son engagement. Il y a eu aussi la polémique. Alors là, on voit parfois qu'une seule personnalité publique peut vraiment impacter lourdement une entreprise. Il y a eu la polémique qui a touché la marque Huawei, soupçonnée de participer à la répression des Ouïghours et a conduit l'attaquant de Barça, Antoine Griezmann, à rompre son partenariat avec l'entreprise chinoise.
Alors, c'est un virage à ne pas louper aussi pour ne pas subir, mais au contraire, faire partie des acteurs, des pionniers, des constructeurs. On amorce en effet un nouveau grand cycle de transfo. Il y a eu et il y a toujours la transfo digitale, et puis il y a eu et il y a toujours la transfo agile, avec l'exploration de nouvelles formes d'organisation, de nouvelles façons de travailler, une prise en compte plus forte du collaborateur, un enjeu autour du bonheur au travail pour engager davantage les collaborateurs. Cette transfo, elle est toujours en cours. Et maintenant, c'est l'ère de la transfo responsable, qui vient largement dépasser la bonne vieille RSE, qui a longtemps été un vecteur de com plus que d'action à impact. Et on est aussi en train de dépasser l'ère du greenwashing. Toutes ces transfos, bien que successifs, finalement, s'interpénètrent aujourd'hui. Et on voit que sur la transfo responsable, il y a plusieurs facteurs d'accélération. Il y a le réglementaire, il y a eu la loi Pacte en 2018, il y a la tout récente loi visant à réduire l'empreinte du numérique, il y a d'autres publications régulières autour du réglementaire. Certes, en tant qu'opinion publique, on pense très souvent que ce n'est pas suffisant, mais il y a vraiment une mécanique qui est enclenchée aujourd'hui sur cet aspect. Il y a évidemment la prise de conscience du consommateur, qui cherche à tracer ses produits, qui veut avoir des notations sur la qualité des produits et qui ne se laisse plus vendre n'importe quoi. Il y a l'activisme citoyen, notamment chez les jeunes, qui ont beaucoup à jouer, en fait, puisqu'on leur laisse une planète pas terrible. Et donc, on a le manifeste des étudiants pour un éveil écologique. On a un mouvement qui a émergé en 2018. On est prêt, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos. Ils donnent envie d'avoir 20 ans à nouveau et de se battre. Il y a l'ONG Heir to Our Oceans. Ce sont 400 jeunes qui s'imposent dans les plus hautes instances internationales pour défendre l'environnement et notamment les océans. Et donc, on a toute une série comme ça d'implications citoyennes très fortes pour faire bouger les choses. Et puis, on le voit beaucoup aussi au niveau de la captation et de la rétention des talents. Comme vous le savez, les générations X, Y, les générations plutôt Y et Z ne tolèrent plus d'être dans des entreprises qui ne sont pas porteuses de sens. Et donc, on ne peut plus se permettre finalement, pour recruter, d'être à l'écart d'une notion de responsabilité. Et puis, il y a le mouvement des investisseurs. Clairement, on a les actifs responsables, représentaient 25% des actifs gérés aux États-Unis en 2018 et 50% en Europe. Donc, on voit vraiment aussi un virage du côté investisseur. Alors, le risque pour les entreprises qui n'intègrent pas les enjeux responsables, c'est de perdre progressivement le droit d'opérer sur leur marché. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des virages ratés du numérique, justement, de la transfo digitale. Et donc, évitons de faire la même chose pour la notion de responsabilité. À l'inverse, celles qui vont participer à ces changements, pour elles, c'est une opportunité de créer un avantage compétitif, durable, et de renforcer leur attractivité. C'est aussi l'opportunité de se distinguer de la concurrence. C'est l'opportunité, souvent méconnue, d'accéder à de nouveaux marchés. À titre d'exemple, si vous éco-concevez un service numérique, donc vous l'ouvrez à un plus large public, peut-être à des publics et à des audiences moins équipées qui n'avaient pas accès jusqu'à maintenant au service, et donc vous ouvrez finalement votre champ et vos parts de marché. Dernier point, c'est qu'au lieu d'être finalement passif et d'attendre que les standards nous tombent dessus, vous participez à la définition des nouveaux standards, des standards de votre secteur et aux réglementations plutôt que de les subir. Alors, comment enclencher ce virage? Vaste question. On va essayer de vous donner quelques pistes et on va vous partager en fait ce qui nous paraît important à prendre en compte à deux niveaux, au niveau global de l'entreprise et au niveau plus opérationnel sur le numérique. Alors, pour l'entreprise, enclencher le virage responsable, on peut commencer par se doter d'une raison d'être. C'est ce qu'on est en train de faire chez Octo. On est quasiment au bout du chemin, là, on va bientôt la publier. Et en plus, la raison d'être, c'est soutenu par la loi Pacte, qui encourage les entreprises France depuis 2018 à se positionner, à avoir cette approche-là. Et c'est vraiment donner à votre entreprise un fil conducteur, porteur de sens, qui dit à la fois ce qu'elle est intrinsèquement et qui dessine une trajectoire future. Donc, la raison d'être, généralement, c'est vraiment le fil conducteur interne pour l'entreprise, pour les collaborateurs, et aussi pour avoir une cohérence finalement de discours et de positionnement à l'égard de l'extérieur.
Et puis, prendre ce virage responsable au niveau de l'entreprise, c'est aussi considérer la performance plus largement, de façon holistique, hein, en intégrant les dimensions financières et humaines, certes, c'est traditionnel, mais aussi sociales et environnementales. Prendre le virage responsable pour une entreprise, c'est aussi se doter de nouveaux indicateurs, de nouveaux systèmes d'évaluation prenant en compte la mesure d'impact. Donc, sur l'aspect économique, sociétal, environnemental. Typiquement, chez Octo aussi, on est en train de faire ce cheminement en se faisant accompagner par un cabinet spécialisé pour créer les indicateurs pertinents pour nous et qui seraient parlants pour nos clients. On est convaincu en fait que d'ici 2030, tout nouveau service numérique qui n'est pas rattaché à un gain sociétal ou environnemental ne pourra pas marcher. Donc, il faut pouvoir évaluer et mesurer cet impact. Toujours au niveau de l'entreprise, il y a un chemin, alors, qui est à la fois le plus impactant et le plus difficile, selon nous, c'est le changement de mindset à opérer. Parce que penser responsable, c'est penser essentiel et juste, c'est identifier le véritable besoin par rapport aux usages, c'est pas générer du besoin, c'est revenir aux sources finalement de l'approche user-centrique. Au niveau numérique, on parle de plus en plus de high-tech. Parce qu'il ne s'agit pas d'éradiquer le numérique comme quelque chose de vilain qui nous pollue, mais en fait de réduire la prolifération des terminaux, Nicolas en parlait tout à l'heure, et surtout de réinterroger l'usage et la valeur, le besoin fondamental derrière l'outil numérique. Est-ce qu'un vol pour un week-end, peut-être qu'on peut se raisonner en se disant on va moins prendre l'avion pour un week-end, alors qu'un vol pour transporter des médicaments dans une zone de guerre, c'est ultra indispensable de le maintenir dans notre quotidien. Dans ces éléments clés d'un nouveau mindset à opérer, il y a les notions de durable pour tous et accessible, les notions de résilience, les notions de respect de l'homme et de la nature, les notions d'éthique, et ça versus une culture plutôt dans laquelle nous sommes de l'inflation, de la démultiplication, du surplus de production, sans toujours pouvoir évaluer les conséquences humaines et environnementales. Et alors, plusieurs actions sont possibles au niveau des entreprises pour accompagner cette évolution de mindset. Ça veut dire permettre, par exemple, aux décideurs d'appréhender, peut-être vous en faites partie, d'appréhender les enjeux et la valeur générée par l'approche responsable pour que finalement, vous deveniez ambassadeur et promoteur de ce changement de mindset. Ça veut dire évidemment, comme n'importe quelle mécanique de transformation, engager une conduite du changement pour modifier les comportements en profondeur dans toute l'entreprise avec les collaborateurs. Et puis, ça veut dire souvent investir dans la réinvention des processus, des produits, des modèles économiques parfois. À la fin de cette intervention, vous aurez un success story qui montre bien tous ces facteurs de pivot à opérer quand on opère ce changement de mindset. Et puis, dernier point pour l'entreprise, comme tout mécanisme de transformation, il y a un enjeu à communiquer pour éduquer l'écosystème, vos clients, vos partenaires, vos concurrents même, et viraliser le changement. Voilà, donc maintenant qu'on a vu les actions au sein de l'entreprise avec Sarah, nous allons voir ensemble des actions plus opérationnelles concernant le numérique. Donc, comment déployer la sobriété numérique? On voit que c'est devenu essentiel pour ralentir la croissance exponentielle des impacts. Et pour cela, il faut utiliser le numérique dans des proportions raisonnables, uniquement lorsque c'est nécessaire. Et il faut porter un regard critique sur ces usages du numérique et de leur nécessité réelle. On peut donner un exemple, par exemple, sur notamment les vidéos 8K qui vont arriver sur des mini-écrans. Est-ce qu'on a en fait réellement besoin? En fait, on a largement dépassé la résolution de l'œil humain, tant en termes de couleur que de nombre de pixels. Donc, on peut se poser la question de est-ce que ce n'est pas simplement une différenciation marketing? Voilà. Donc, comment déployer maintenant cette sobriété numérique au sein de votre entreprise? Eh bien, ça peut être par associer low-tech et high-tech plutôt que de les opposer. Donc, plutôt dans une logique de high-tech, du coup, de trouver le juste milieu. Également de déployer des services IT for Green, IT for Good, pour aider à diminuer l'impact de ce qui restera réellement essentiel et vital dans notre mode de vie. Tout ce qu'on n'aura pas transformé. Et donc, concrètement, ça peut s'opérer de ces différentes façons. Et de ces différentes façons, on en a comptabilisé 6. Donc, la première, ça va être de sensibiliser. Sensibiliser aux dégradations environnementales, aux impacts du numérique, au bilan carbone. Faire le premier pas en termes de prise de conscience. Et également d'engager les collaborateurs à être acteurs de leur mise en action dans l'entreprise. Donc, via des ateliers, par exemple, chez Octo, on a un atelier Décarb Octo,
dans lequel chacun contribue à créer des scénarios de décarbonisation. Donc en point 2, après la sensibilisation, on a formé l'équipe projet au complet, à l'éco-conception notamment, et cela spécifiquement à chaque métier. Pourquoi? Parce qu'on considère que chaque métier a ses particularités. Après former, on a le point 3. Ce sera d'embarquer un coach au sein de l'équipe, un coach numérique responsable afin d'apporter son expertise et d'accompagner l'ensemble de l'équipe vers son autonomie, comme le ferait un coach agile par exemple. Donc, par exemple, on a également testé un référent unique dans l'équipe, seul. Mais en fait, ça ne marche pas. On a testé, ça ne fonctionne pas parce que si l'ensemble de l'équipe n'est pas embarqué, lui seul ne peut pas faire le travail. En fait. En 4, après embarquer un coach, on a d'auditer les produits et services numériques existants et travailler sur des leviers d'amélioration. Et pour ça, des leviers, ils peuvent être assez forts, en fait. On va le voir après. Donc, le 5e point va être éco-concevoir. Éco-concevoir les services numériques. Et pour ça, ça va être d'appliquer les principes de la high-tech, de l'innovation frugale, de l'économie circulaire, dès la phase de conception. Ça va être également de réapprendre ce qu'on faisait il y a déjà 20 ou 30 ans, en fait, de réapprendre à concevoir sous contrainte, se limiter en termes de bande passante, se limiter en termes de CPU. Tout ça pour arriver à étendre au maximum la notion d'accessibilité, pour limiter au final l'obsolescence des terminaux. Et par exemple, pour vous donner un exemple, qu'un smartphone qui a à peu près 6 ans, utilisé dans la Creuse, ne soit pas obsolète. Et dernier point pour l'éco-conception, le point 5, ça va être de se préparer, comme l'a dit Sarah, aux futures réglementations. Faire vos armes dès maintenant, c'est éviter de subir demain. Donc en termes d'éco-conception, on s'est rendu compte, avec des retours d'expérience, qu'un service rendu de manière équivalente et éco-conçu, il est possible de diviser l'empreinte environnementale d'un service numérique par 2 à 700 grâce à l'éco-conception. Donc là, le vrai levier. Et 6e point, après l'éco-conception, on peut travailler avec les DSI sur la démarche de Green IT. Donc, c'est-à-dire de faire évoluer les pratiques autour du parc informatique, au sens large. Donc, de rationaliser, de revoir les modalités d'équipement et d'augmenter, au final, leur durée de vie. Chez Octo, on pratique ça sur différents ateliers Make It Last pour définir justement les bonnes pratiques. Et ensuite, on prévoit des BBL de sensibilisation à ces bonnes pratiques. Donc, pour déployer la sobriété, comme on vient de le voir au sein des équipes de delivery, ça nécessite quelques adaptations en termes de démarche. Donc, ce qu'on a identifié, en tout cas, c'est qu'à l'initialisation du projet, l'équipe va apprendre déjà à cadrer de manière responsable le produit, avec des ateliers vision, des ateliers techniques, fonctionnels et des story maps, mais également à cadrer de manière responsable également le projet en termes de mesure d'impact des déplacements, de choix d'outils responsables. Et une fois que l'initialisation du projet s'est fait, durant un cadrage, on est en mode projet en cours, et donc là, l'équipe va apprendre à challenger les demandes entrantes, en estimant l'impact associé et en les expliquant. Ça va également être d'adapter les rituels de l'équipe pour intégrer la sobriété numérique. Donc les rituels agiles, qui vont légèrement pivoter en termes de sprint planning, en termes de points d'architecture, vers une démarche plus sobre. Également d'argumenter auprès des parties prenantes, d'expliquer tel choix technique, tel choix fonctionnel, est-ce qu'il a tout son sens ou pas, et d'estimer les gains associés en termes d'impact environnemental ou sociétal. Et de définir et d'expliquer clairement la vision pour aller plus loin en termes de réduction d'impact. L'équipe va enfin apprendre également à s'objectiver sur les nouveaux indicateurs dont Sarah nous a expliqué, donc en termes d'indicateurs environnementaux et sociétaux. Et donc, pour finir ce point d'action, nous venons de voir que toutes ces actions pour enclencher ce virage ont permis en fait d'identifier que certains métiers vont devoir évoluer et même d'autres probablement émerger. Donc, on a essayé de vous les lister en fait. Donc, les métiers de pilotage vont évoluer pour intégrer la dimension responsable. Par exemple, des PO avec une casquette responsable,
ils vont intervenir sur l'éco-conception, l'accessibilité et l'éthique, et les intégrer à l'ensemble du projet. Un nouveau métier, par exemple, qui va émerger, va être probablement le coach numérique responsable, comme on vient de le voir. Donc, comme en agile, il va essayer d'autonomiser l'équipe. Ensuite, au sein des métiers de délivré et de conseil, eh bien, on va intégrer ces 3 démarches. Par exemple, l'éco-conception chez les UX, UI, les architectes, les webfront, les mobiles, les ops et l'IA. Également, cette démarche qui est l'accessibilité chez les UX, UI, les webfront et les mobiles. Et l'éthique de la donnée chez plutôt les consultants Big Data, Data Scientists et analystes BI. Donc après tout ça, tout ce qu'on a pu apprendre, eh bien, la montagne nous paraît tellement énorme à franchir que notre partie rationnelle du cerveau reprend souvent le dessus et nous contraint à l'inaction. Donc pourtant, la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore temps d'agir, mais c'est maintenant, et sans attendre. Et de plus agir, ça nous met dans une dynamique d'action et donc ça permet de faire tomber l'angoisse en fait. Et donc il est responsable, il est de la responsabilité de chacun en fait de faire sa part. Si tout le monde s'y met, on peut y arriver. C'est ce qu'on va voir. Donc si vous êtes CTO, responsable, vous managez des équipes, eh bien c'est de votre responsabilité d'aider vos collaborateurs à prendre ce virage de cette approche responsable. Et nous sommes convaincus que les métiers numériques, au sens large, tels que nous les connaissons aujourd'hui, vont être amenés à évoluer, voire se transformer profondément. Alors sur cette slide, imaginez sur cette photo une cordelette très fine. J'ai pris cette photo de mon fils à Copenhague. Le plus dur, c'était pour lui d'enclencher ce premier pas en fait. Mais vous voyez, il a des ailes, du soutien pour l'accompagner, et puis il y croit et ça fonctionne. Autrement dit, choisissez des batailles assez importantes pour compter, mais assez petites pour les gagner. Ça, c'est une citation de Jonathan Kozol, qui est un écrivain et également éducateur. Et pour tout ça, vous n'êtes pas seul. Nous sommes en capacité de vous accompagner. Alors, pour finir, on avait envie de vous partager une success story, pas dans les métiers du numérique, mais qui illustre de façon remarquable à la fois le cheminement vers la responsabilité et ce qu'un virage réussi peut apporter à une entreprise. Alors, il s'agit d'Interface, c'est une entreprise internationale dalles de moquette qui a été créée dans les années 70. Ce secteur-là, la dalle de moquette, c'est un secteur ultra polluant. Ça dépend des matières premières parapétrolières, donc ça fait partie du top 5 des industries polluantes. Et en 1994, le PDG et fondateur Ray Anderson lit un bouquin, L'écologie de marché de Paul Hawken, et il a une prise de conscience très forte. Et il se dit, les gens comme moi, si on continue, on va finir en prison. Donc il lance Mission Zéro, qui vise un bilan neutre en carbone en 2020. On a interviewé depuis le directeur marketing d'Interface et le bilan est atteint, le bilan carbone zéro, avec une petite partie, 10% de compensation pour atteindre ce bilan zéro, parce qu'effectivement, il y avait une partie non résorbable de leur activité. Et ils sont en train d'enclencher un nouveau cycle visant un impact positif depuis l'année 2020. C'est intéressant parce que c'est vraiment une démarche d'écologie industrielle ultra visionnaire. Et que la vision de l'époque, portée par un PDG inspiré, a été maintenue finalement même après le passage de relais de Ray Anderson. Alors, la transition, elle s'est opérée en 7 étapes. Je vais aller vite sur ça parce que ce qui est important, c'est de voir aussi quel a été le résultat. Mais la première étape, c'était 0 déchet. Ensuite, ils ont eu le chantier 0 émission nocive. Ils ont travaillé sur le recours aux énergies renouvelables. Ils ont travaillé sur la dynamique de recyclage en boucle fermée pour donner une nouvelle vie aux produits. Ils ont optimisé tout ce qui relevait du transport. Et facteur très intéressant, je trouve, ils ont sensibilisé les parties prenantes, leurs partenaires, leurs prestataires, leurs clients, leurs confrères. C'est-à-dire, ils se sont dit, nous, on a tout intérêt pour l'environnement, pour le monde, quelque part, d'embarquer aussi nos confrères et de leur partager ce qu'on découvre en termes d'innovation. Ils ont aussi fait pivoter leurs prestataires. Ils ont par exemple un fournisseur qui s'appelle Aquafil, qui a été un des rares à embarquer avec eux au début, qui a été prêt à opérer des changements majeurs dans sa façon de faire pour être aussi dans la responsabilité, et qui a finalement permis de produire pas mal de moquettes avec des filets de pêche. Et ce fournisseur Aquafil est maintenant un des premiers fournisseurs de la mode, donc ça lui a permis aussi d'étendre son marché.
Septième point en fait de transition, c'est le redesign du business model et des produits. Donc, ça implique de penser une nouvelle manière de faire une activité, de penser peut-être, eux, ils sont allés vers une économie de la fonctionnalité, un aspect service qu'ils n'auraient pas déployé autrement qu'en faisant cette transition. Et puis, au cœur de leur transition, il y avait l'innovation produit. Donc, en faisant de l'analyse de cycle de vie, ils ont eu une approche d'éco-conception. Ils ont, par exemple, développé un produit qui s'appelle une gamme Entropie grâce au biomimétisme. Donc, à l'époque, toutes les moquettes étaient de couleur unique. Et quand on en changeait une, finalement, ça se voyait. Donc, ils ont fait une virée en forêt pour observer comment la nature crée un sol idéal, comment les feuilles tombent de façon aléatoire et façonnent le sol. Et cette expédition et les recherches qui ont été menées après ont permis de la création de dalles aléatoires qui sont toutes différentes et donc qui résolvent le problème du remplacement finalement. Et ce qui fait une économie de 7 à 10% de chute. Et aujourd'hui, 60% de leur portefeuille produit est dans ces dalles aléatoires. Donc, pour finir là-dessus, les gains pour l'entreprise, qui sont au-delà évidemment de l'aspect environnemental et du bilan carbone zéro, c'est un gain énorme au point de vue RH, puisque le succès s'est fait grâce à la volonté des employés qui ont voulu apporter leur pierre à l'édifice. Donc, il y a vraiment eu le cercle vertueux du sens qui multiplie l'engagement et l'engagement qui multiplie le sens quelque part. Il y a eu l'effet sur l'écosystème, j'en ai parlé tout à l'heure. Ils ont aidé finalement leurs confrères et leurs concurrents, leurs partenaires à pivoter. Il y a eu une économie sur la consommation, puisqu'ils ont fait des investissements colossaux pour réduire leur consommation, notamment d'eau. Ils ont investi 7 millions, par exemple, dans une usine pour réduire l'eau, mais ils ont économisé 9 millions. Donc, il y a vraiment eu une économie de conso. Et puis, ils ont gagné des parts de marché non négligeables de façon colossale. Ils ont fait de la croissance. Ils sont toujours leaders 25 ans après. Et ils ont fait de la croissance, oui, sur un marché mature et franchement en déclin. Donc, Michael Cornu, là, qu'on a interviewé, nous dit c'est une transfo à ne pas voir comme un coût, mais comme un investissement. Et pour finir, on adore cette phrase de Ray Anderson, qui est « Si une entreprise de moquette peut le faire, tout le monde peut le faire », et qui a été complétée par Michael Cornu, qui nous a dit « Si tout le monde peut le faire, tout le monde doit le faire ». Merci beaucoup. Alors, merci à Sarah et à Nicolas, nos deux échos engagés de la tribu CID. Donc, comme vous le voyez, chez Octo, on est très, très animés, on a des fortes convictions et on a envie de faire bouger les choses. Vous allez nous dire par où on peut commencer pour ceux qui n'ont pas déjà commencé, parce que peut-être que certains d'entre vous ont déjà fait des expérimentations ou lancé des expérimentations. En tout cas, chez Octo, on accompagne nos clients en effet sur plusieurs pans d'activité. En tout cas, côté Octo Academy, on accompagne sur la sensibilisation, l'acculturation et les formations des équipes, que ce soit des formations individuelles de type interentreprise ou des formations collectives. On est aussi en capacité de vous accompagner sur l'animation de séminaires, de webinaires en mode synchrone ou asynchrone. Sur la partie aussi conseil et accompagnement dans la définition de votre vision et la définition de vos objectifs et des résultats clés que vous souhaitez mettre en place pour votre organisation. Nos équipes peuvent vous accompagner aussi sur tout ce qui est audit de votre organisation et analyse du cycle de vie de vos produits. Alors, quand je dis produits, c'est produits et services et de leur impact sur l'écosystème en général et accompagner au plus près vos équipes sur le terrain. Donc, pour tout ça, on a travaillé avec nos experts internes chez Octo. Alors, il y a les experts de la tribu CID, mais aussi des experts dans nos tribus d'expertise sur l'accessibilité, la RGPD. Donc, nos parcours de formation sont assez larges. On a lancé chez Octo une démarche pour devenir une Bicorp Compagnie en 2019. L'année dernière, au printemps 2020, on a lancé notre bilan carbone, qui d'ailleurs a été publié, je crois, sur le site de l'ADEME, si je ne me méprends pas, qui est donc l'Agence pour la transition écologique. On a aussi un très bon article sur le blog Octo et je pense que notre équipe communication pourra vous envoyer tous les liens utiles pour que vous puissiez en prendre connaissance. En tout cas, aujourd'hui, on a des formations qui vont depuis, en effet, des modules de sensibilisation sur la fresque du climat, d'éco-concernés à éco-engagés, en passant par des formations beaucoup plus approfondies pour vos experts, donc des formations liées au métier, pour vos UX, vos product owners, vos dev front mobiles. On a essayé de mettre en avant sur cette slide les formations qui aujourd'hui étaient existantes à notre catalogue en fond turquoise. On a une roadmap de développement des modules qui est assez ambitieuse, mais en tout cas, on est très, très motivés.
Et aujourd'hui, en effet, on déploie énormément de formations sur l'accessibilité, que ce soit pour les concepteurs, les développeurs, les testeurs. Sur la partie IA et responsable, aujourd'hui, Octo, qui a beaucoup investi sur les formations data science, est en capacité de vous accompagner sur ces bonnes pratiques d'IA responsable. Et demain, en plus de la formation Green IT de Frédéric Bordage, pour laquelle Nicolas Bordier est certifié et anime des formations pour les experts de l'IT, on sera aussi en capacité de vous proposer notre propre parcours certifiant d'ici l'année prochaine, parce qu'on est très, très motivés et qu'on croit que le changement, ça passera par la formation et par le développement de ces soft skills et de ces hard skills, et que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous de porter ces bons messages en interne comme en externe, qu'on soit citoyen ou collaborateur. On est tous éco-responsables de faire bouger les choses. Donc, on vous invite à rejoindre notre communauté d'experts et d'éco-engagés.